Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Donc effectivement, on va parler des nouvelles attentes des consommateurs parce que je crois que ce que Isabelle a très bien expliqué et ce qui est très important, c'est que les choses bougent aujourd'hui et bougent. Alors depuis toujours ça bouge, mais là ça bouge vraiment de plus en plus vite. Et puis il y a un cumul de choses qui bougent toutes ensemble et qui fait qu'on a vraiment un peu une grosse mutation en ce moment, que ce soit démographique. Évidemment, on a une planète qui a une démographie croissante, mais aussi vieillissante, économique, Isabelle l'a très bien expliqué, écologique. On a un monde où une planète qui s'appauvrit et il faut de plus en plus y faire attention. Et je crois que le consommateur commence à en prendre conscience. Et puis on a une mutation technologique avec des outils maintenant qui vont nous faire changer nos comportements de consommation. Donc, une planète qui est attendue entre 9 et 11 milliards, alors c'est beaucoup, 2 milliards d'écart, mais selon les prédictions, en 2050, avec un vieillissement effectivement de la population. Néanmoins, on a en ce moment un groupe de population, les millennials, qui sont le groupe le plus important et qui a, on va le voir, un fort facteur d'influence sur la consommation. Ils sont nés avec les crises écologiques, ils sont nés avec les crises économiques, ils ont grandi là-dedans, et donc aussi sur toute la notion de santé. Et donc ils ont des attentes vraiment très particulières, et c'est des consommateurs évidemment d'aujourd'hui, plus gros groupe de population, mais c'est aussi les seniors de demain, et ils auront ça dans leur ADN, et donc il faudra évidemment en prendre conscience. On a une mutation écologique, donc il faut adapter nos comportements maintenant, rationaliser nos consommations. On a beaucoup parlé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, essayer de parler d'économie circulaire pour savoir comment on peut faire des produits qui ont le moins d'impact sur la planète. Donc ça peut être effectivement les fruits et légumes moches, lancés par Intermarché il y a quelques années, qui se retrouvent maintenant en conserve également, tout ce qui peut être mis en place pour effectivement valoriser au maximum les produits pour pouvoir nourrir ces 9 à 11 milliards que nous serons en 2050. Et puis, mutation technologique, donc c'est accessibilité de l'information en temps réel. 64% des ventes qui sont influencées par ces technologies digitales, donc que ce soit le smartphone, le drive, la façon d'acheter, de s'informer simplement ou carrément d'aller faire ses courses, on paye plus, etc. Enfin, on paye, mais on paye avec son smartphone, par exemple, etc. Tout ce qui peut nous influencer dans ces nouvelles technologies. Et puis, on a le consommateur. Ce consommateur, on a un individu qui est différent s'il est acheteur, s'il est consommateur ou s'il est citoyen. Et quand on l'interroge, il y a effectivement ce qu'il voudrait faire dans l'absolu. Donc, j'aimerais effectivement peut-être manger bio, manger plus de fruits, plus de légumes, faire plus de sport, faire attention à la planète, faire attention aux gens qui m'entourent. Et puis, effectivement, en magasin, je suis avec mon porte-monnaie, avec aussi les promotions, avec tout ça. Donc, je n'ai pas forcément le même comportement. Et puis, aussi quand je consomme, parce que parfois, je manque de temps. Donc, je vais avoir des comportements qui vont être vraiment très différents entre l'un et l'autre. J'ai assisté cette année au Québec à une conférence très intéressante où l'intervenant nous expliquait qu'une même canette de coca peut être achetée en pack de 25 chez Lidl, par exemple, à 20 centimes la canette, ou alors dans un distributeur automatique à 2 € en gare. Et c'est la même canette de coca et le même consommateur peut être capable, pour une marque, si c'est un brand lover, de mettre 20 fois plus dans un même produit. Donc le facteur prix à ce moment-là n'est plus aussi impactant. Simplement, il y a une occasion qui fait que j'ai envie ou besoin, de cette canette de coca au moment où je passe devant ce distributeur, et là, je vais être capable de mettre ces 2 € au lieu de mettre 20 centimes. Donc on a des consommateurs, on a une fin de l'hyperconsommation qu'on a connue il y a 10-15 ans en arrière. Un consommateur qui veut faire des achats malins, donc plus d'essentiel, moins de superflu. Ça, c'est vraiment clairement lié à la crise économique qui a touché le porte-monnaie des consommateurs. On voit la montée des circuits courts, donc, avec une grosse mutation des circuits de distribution. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Ce qu'on appelle back to basic. Donc je reviens à des choses parce qu'effectivement, j'ai besoin de me rassurer suite aux crises sanitaires qu'on a connues. Et puis toute la diabolisation par les médias, effectivement, de tous les problèmes liés à l'industrie agroalimentaire. Il faut rappeler quand même que la nourriture n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui.
Il n'y a jamais eu si peu de cas d'intoxication alimentaire. Malgré ça, effectivement, le consommateur est très inquiet et donc a besoin de se rassurer avec des achats locaux, terroirs, de l'authenticité. Il attend beaucoup de transparence de la part des industriels. Et on a un back to balance, donc recherche d'alternatives plus saines, donc liées aux crises, épidémies d'obésité, etc. On sait que maintenant, la nourriture est liée à notre santé. Les consommateurs en sont très conscients, mais donc à la recherche d'alternatives plus saines, donc moins gras, moins sucrées, moins salées, sans avoir de diktat nutritionnel, comme ça a pu être le cas par le passé. Et puis, on a cette notion de donner du sens à l'acte d'achat. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Je me réintéresse à ce qu'il y a dans mon assiette, à comment les produits sont fabriqués, que ce soit pour mon budget, ma famille, mon plaisir, ma santé, la planète, etc. Donc, diverses motivations. Ce consommateur, on va l'appeler zapper, parce qu'il est capable de tout et de changer de comportement, que ce soit dans une même journée, dans une même semaine, tout au long de sa vie, bien évidemment, en fonction des occasions, en fonction de son état d'esprit, en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressentis, de ses émotions, etc. Donc on va avoir une polarisation entre l'alimentation subie. L'alimentation subie, c'est « mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur faire à manger ce soir ?» Et ça, c'est tous les soirs qu'on se pose cette question-là. Et l'alimentation loisir, où là, c'est voilà, le dîner presque parfait. Je vais inviter mes voisins et là, je suis capable effectivement d'y passer 3 heures, 4 heures, mettre les petits plats dans les grands, d'aller chercher des ingrédients spécifiques, de passer beaucoup plus de temps que cette alimentation subie de tous les soirs. Je vais avoir une recherche d'alternatives plus saines, mais néanmoins, je consacre de moins en moins de temps, d'argent à cette nourriture et à cette recherche de nourriture. Donc là aussi, encore un paradoxe. Et puis je veux tout. Voilà, je veux évidemment que le produit soit bon. Ça, le plaisir, c'est la première chose. Je veux qu'il soit bon pour ma santé sans avoir ce diktat nutritionnel. Donc plus de stress nutritionnel, plus de attention, pas de gras, pas de... Je veux avoir l'esprit plus tranquille. Évidemment, il faut que le produit soit pratique. Il faut qu'il soit disponible où, quand et comme je veux. Il faut qu'il soit naturel, mais qu'il soit tout prêt quand même. On en reparlera sans doute, mais quand on me dit que les gens se remettent à la cuisine, recherchent à travailler des ingrédients bruts, etc., moi je veux bien, mais on n'a pas le temps. En ville, les urbains, on est aujourd'hui sur la planète 56% d'urbains, on nous annonce plus de 70% d'urbains en 2050. En France, on est déjà à plus de 80%. Voilà, on n'a pas le temps, ou du moins on ne veut pas le prendre pour faire ça. Donc on veut des produits que j'aurais pu faire moi-même si j'avais consacré ce temps-là à le faire, mais je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse avec les ingrédients que j'aurais choisis, de la façon que j'aurais choisi et de la façon la plus naturelle possible et la plus simple possible. Et puis, je veux une alimentation durable, mais néanmoins, on continue à jeter 20 kilos de nourriture par an. Donc, voilà, un consommateur un peu paradoxal et qui veut surtout qu'on s'occupe de lui. Donc, beaucoup de besoins de personnalisation. De la même façon que je vais choisir la couleur du volant de ma voiture, je veux aussi pouvoir avoir des produits. Et l'exemple de Coca, là, est assez bon pour ça. C'est-à-dire, voilà, je mets les prénoms, c'est assez sympa, et ça permet d'augmenter les volumes. Du reste, la bouteille de Coca avec mon prénom dessus, je la bois même pas. Donc, dans les comportements des consommateurs, on voit aussi un changement dans la consommation qui est de plus en plus en dehors du domicile. Alors, c'est vrai, beaucoup à l'international. En France, c'est vrai qu'on est toujours sur un modèle assez ancré sur nos 3 repas par jour. Néanmoins, on voit déjà que le petit déjeuner est en train d'être soit zappé, soit décalé dans la matinée. Donc, on va prendre un café à la maison et puis soit on mange quelque chose en route vers le bureau, soit on mange quelque chose en arrivant au bureau. Donc, c'est pas du snacking, mais on est quand même plus tout à fait dans le même modèle. Le repas du soir est de moins en moins pris à des horaires fixes et de moins en moins partagé aussi. Donc on sent un peu une érosion. On se fait livrer des choses. Donc il y a une augmentation à la fois du snacking, enfin du grignotage, à la fois de la consommation hors domicile. Et puis, on a un phénomène qu'on appelle homadisme, c'est-à-dire qu'à la maison, le soir, chacun mange qui devant la télé, qui devant son ordinateur, dans sa chambre. Donc on est plus tous ensemble et on prend des produits rapides, aussi un peu de fast-food, mais chez soi. Une tendance au healthy snacking, donc dans ce grignotage ou dans ce changement de comportement, on voit qu'on a 76% des consommateurs dans le monde qui grignotent parfois ou souvent. Donc c'est vrai que c'est moins fréquent en France qu'aux États-Unis, par exemple, mais quand même, c'est en train de se développer. Et 45%, c'est pour remplacer un repas. Donc vraiment, on a ce snacking qu'on veut plus sain, donc plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, de céréales complètes,
mais dans un format vraiment nomade, facile à consommer, ou quand je veux, donc que ce soit pour se redonner un coup d'énergie, ou vraiment pour remplacer un repas, notamment le petit déjeuner. Ce côté santé, donc ce back to balance, c'est vraiment... Voilà, on a 88% des consommateurs en France qui sont conscients que ce qu'ils mangent influence en bien ou en mal leur santé, et donc ils veulent avoir une approche plus holistique pour améliorer leur hygiène de vie. Donc c'est plus fais pas ci, fais pas ça, mais c'est plutôt fais ci, fais ça, déjà, que j'attends comme message. Et puis c'est plus des dictates, 5 par jour, franchement. Voilà. D'abord, c'est très anxiogène pour une mère de famille, que voilà, je suis une mauvaise mère parce que j'ai pas donné 5, mais si simplement je rajoute des fruits et légumes, oui, ça je suis d'accord. Et puis, je veux une santé plutôt douce, enfin, plutôt avec des produits naturellement riches en plutôt qu'enrichis en. Et puis, je veux... alors, en France, par exemple, les produits bio sont considérés comme des produits santé, plus sains. Alors, bien sûr, parce qu'il y a moins de pesticides, mais dans l'esprit des Français, ils sont nutritionnellement meilleurs, ce qui n'est pas forcément prouvé. Mais, en tout cas, je vais consommer des produits bio d'abord pour ma santé en France. En Allemagne, par exemple, c'est d'abord pour le bien-être animal. Quant aux États-Unis, ils sont persuadés que les produits bio sont moins caloriques que leur équivalent conventionnel, ce qui leur permet d'en manger plus. Forte tendance sur la naturalité et l'éthique, l'alimentation durable. Donc, effectivement, tout ce qui est clean label, donc enlever tous les ingrédients, les additifs artificiels. Donc, ce que je veux, c'est avoir des produits qui sont faits exactement comme si j'avais pu le faire moi-même, avec des ingrédients que je connais, qui sont dans mon placard. Et donc, d'un côté, on a cette tendance au sang. Effectivement, on retire tous les nuisibles, entre guillemets, ou alors on va rajouter des ingrédients naturels, donc des superfoods, les superfruits, les graines anciennes, les céréales anciennes, etc. On va pouvoir aussi avoir toute une démarche alimentation durable, donc sauver les hommes avec du commerce équitable ou des produits locaux. Cette tendance au local qui était très, au départ, le locavorisme, c'était pour réduire les émissions de gaz liées au trajet des marchandises. Et puis avec la crise, c'est devenu je sauve les emplois, je relocalise, je défends les petits producteurs. Et puis maintenant, avec les crises sanitaires, c'est devenu je veux savoir d'où ça vient pour me rassurer, moi, sur ce que je mange. On va vouloir sauver la biodiversité, donc la flore, la faune, et puis bien sûr la planète avec la réduction de l'empreinte carbone, le recyclage des packaging, etc. Et puis, voilà, le consommateur, donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de retrouver cette consommateur, parce que l'image du produit industriel a beaucoup souffert. Donc il faut apporter de la transparence, plus de pédagogie, aller expliquer qu'est-ce qu'on fait, aller montrer. C'est vrai que pendant très longtemps, les industriels ont plutôt caché. On se souvient de l'aile ou la cuisse il y a très longtemps et comment ça avait marqué les esprits de comment était fait le poulet dans les relais d'autoroute. Et là, c'est ça. Il va falloir montrer patte blanche maintenant et dire, regardez, je fais comme si vous l'aviez fait vous-même, mais je vous fais tout prêt, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'attendent les consommateurs. Il y a vraiment une rupture entre ce que le consommateur pense et puis ce qu'il a vraiment dans son assiette. Il ne savait plus exactement ce que c'était. Et donc, il a besoin vraiment de recréer des liens entre le champ et l'assiette et d'expliquer effectivement aux consommateurs voilà, qu'on n'est pas là pour l'empoisonner, on est là pour lui simplifier la vie. Et si on va un tout petit peu plus loin demain, donc on a beaucoup parlé du local, effectivement. Alors, encore des paradoxes. Le local, c'est l'agriculteur du coin, aller à la cueillette, les AMAP, les paniers bio, par exemple, qu'on récupère dans les gares ou autres. Mais c'est aussi les fermes végétales en ville. Ça peut être aussi des ruches sur les toits des magasins ou beaucoup de potagers qui sont en train de se mettre sur les toits des magasins et qui sont vendus directement en dessous. Ça peut être pour le consommateur des poulaillers sur le balcon ou des jardins à l'intérieur des maisons. On va avoir des nouvelles technologies, donc beaucoup d'applications, notamment applications smartphone pour des applications santé. L'impression 3D qui arrive, on a déjà des Barilla ou des Hershey aux États-Unis ou Oreo qui s'y sont mis. Beaucoup d'applications aussi pour tout ce qui est très en amont dans la filière, donc des drones pour surveiller l'agriculture et avoir une agriculture plus raisonnée.
savoir exactement quel type d'intrant on peut mettre et quel type d'intrant le sol a besoin. Des maisons connectées, bien sûr, hein, ça va avoir des influences au niveau des circuits de distribution, puisque peut-être que demain, le frigidaire sera capable de gérer les courses en direct, en fonction de ce qu'il a encore chez lui ou pas. On va vers une santé préventive pour vivre longtemps en bonne santé. Alors là, c'est la mauvaise nouvelle du jour, je suis désolée, hein, mais on est très fiers en France, par exemple, d'avoir une espérance de vie l'une des meilleures de la planète. Néanmoins, on a une espérance de vie en bonne santé qui est légèrement en dessous de la moyenne européenne. Pas de chance. Et la moyenne européenne, elle est à 75% d'espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire qu'on a 25% de notre vie qui sera en moins bonne santé. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que ces 25%-là, ils sont devant nous, ils ne sont pas trop derrière nous. Et puis, tant que je suis là, troisième mauvaise nouvelle, a priori, pour avoir le plus de chances d'avoir une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible, de vieillir en bonne santé, de mourir en bonne santé, il faut commencer in utero. On parle beaucoup des 1000 jours, hein, les 1000 jours qui sont un peu avant la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Et c'est là la nutrition à ce moment-là qui serait la plus importante pour vieillir en bonne santé. Donc c'est foutu pour tout le monde ici. Désolée. Néanmoins, les études montrent que quand on modifie quand même son alimentation, on joue quand même sur l'espérance de vie. Heureusement, encore un peu de chance de reprendre un petit jus d'orange. Et donc, on va avoir cette révolution scientifique. On sait qu'on va faire séquencer nos ADN. On sait qu'on va avoir une nutrition de plus en plus personnalisée. On va savoir ce qui nous manque, ce qu'il nous faut. On va pouvoir adapter. On a vraiment dans cette prévention qui va être très importante. Hein. L'exemple type, c'est Angelina Jolie. Elle se fait séquencer son ADN. Elle voit qu'elle a un risque assez fort de cancer du sein. Elle se fait faire l'ablation des 2 seins en prévention. C'est-à-dire qu'elle a 0 cancer, mais pour ne pas avoir, c'est quand même un geste fort, important. Et donc, demain, ce sera ça. C'est-à-dire pour éviter d'avoir un cancer, on sera peut-être de la chirurgie ou vraiment de la chimio préventive ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, une santé préventive très forte. Et puis on a ces millennials qui sont effectivement un groupe de population. Vous voyez que jusqu'en 2050, les millennials d'aujourd'hui resteront la population la plus importante. Et ils sont déjà près d'un quart de la population au niveau de la planète. Donc c'est important. Et ils ont vraiment un mode de vie plus simple, plus expérientiel. Donc on parlait des fans d'innovation tout à l'heure. Et ils sont vraiment dans découverte, sensualité. Ils veulent des nouvelles expériences. Des mix dans les saveurs, on voit beaucoup les nouvelles expériences sensorielles, on en parlera tout à l'heure. Plus d'originalité, mais ils veulent aussi d'une alimentation plus saine, plus durable. Donc ils sont effectivement très soucieux de la planète et de leur santé. Et donc il va falloir vraiment s'occuper d'eux fortement et garder ça en tête. Pour conclure, voilà, époque forte mutation, et toutes les mutations se font en même temps, c'est ça qui est assez inédit, avec des consommateurs polyvalents qui vraiment dictent maintenant les orientations du marché. C'est-à-dire que le consommateur, il faut vraiment le remettre au cœur de vos démarches d'innovation. C'est lui qui est à la barre. Des circuits de distribution, on en parlera tout à l'heure, qui effectivement sont en pleine mutation aussi. Et tous les changements qui se font, donc économiques, écologiques, technologiques, démographiques, scientifiques, qui se font en simultané. Donc beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à innover, avec aussi beaucoup de potentiel, effectivement, pour l'alimentation de demain et des jeunes générations qui réinventent les façons de consommer. Merci pour votre attention.